Salut réglementaire à tous et bienvenue dans Combat Futur, le podcast de son commandement. Il y a des périodes où bruissent des clameurs guerrières, où des vrombrissements nous font nous terrer, où l'on espère la paix et viennent des orages d'acier. Du réchauffement, des glaciations, pour tout dire des épreuves et face à cela des populations, des réflexions, un langage, des actions. On a pu parler de patriotisme. Mais dans les années de la Première Guerre mondiale, des termes nouveaux surgissent. L'esprit de défense. Et c'est là le titre de l'exhaustive note dont nous allons parler avec son auteur, le lieutenant-colonel Magnier. Mon colonel, bonjour. Bonjour, non. Avant que de nous intéresser à cette synthèse tant historique que prospective, pouvons-nous en savoir un peu plus sur celui qui parle ? Celui qui parle est dans l'armée depuis bientôt 25 ans, en ayant commencé en tant que sous-officier, en ayant passé ses 20 premières années de service essentiellement entre le 1er régiment de chasseurs parachutistes et les écoles de Saint-Cyr-Couët-Quidan, en tant que chef de groupe de combat au 1er CP, et découvert les OPEX à ce moment-là avec la Côte d'Ivoire, en 2002, en 2004, puis élève à l'EMIA. Retour au régiment en tant que chef de section, lieutenant, passage au Tchad et en Calédonie, retour à Couët en tant que vorace, instructeur auprès des Saint-Cyriens pendant 2 ans, puis au régiment en tant qu'officier adjoint puis commandant unité. C'est la période de l'Afghanistan, du Mali, de Sentinelle aussi, et retour à nouveau à Couët-Quidan après le temps de commandement pour préparer l'école de guerre. Que j'ai rejoint en 2020. J'en suis sorti en 2022 et j'ai été récupéré par le CDEC, donc le noble ancêtre de l'actuel commandement du combat futur. J'ai été récupéré justement parce que après mon TC, j'ai été particulièrement saisi au départ par les questions de PTSD des soldats, des chocs traumatiques. Et je me suis plongé là-dedans, alors avec le centre de recherche de Couët au début par le biais du soldat augmenté, et puis en me rendant compte de ce que un petit peu la modernité envisagée comme augmentation, c'est-à-dire en tirant un peu, c'est un peu dans la note, c'est-à-dire la vision de l'époque de Foch, là, de l'homme physique, intellectuel et moral. En gros, pour reprendre cette vision, le soldat augmenté allait tirer sur le pôle physique et intellectuel. Et puis le pôle moral, s'il était évoqué à grands coups de renforts chimiques, des inhibiteurs ou des boosters, bon, mais pas vraiment dans le sens multiséculaire que les hommes ont toujours connu. Donc finalement, de l'augmentation du soldat, je suis passé à l'augmentation intérieure. Et c'était l'objet de mon premier mémoire à l'école de guerre-terre, qui, ayant été repéré, m'a fait récupérer par le CDEC, parce qu'à l'époque, mon chef de l'époque, le colonel Coco du Verger, avait reçu une mission d'étudier comment on pouvait densifier les forces morales de nos soldats. Et donc j'ai rédigé la politique du CEMAT avec lui entre 2022 et 2023. Et arrivant au CDEC, c'était le moment où le CEMAT voulait un officier à demeure à l'Institut Montaigne. Voilà. Donc j'ai été désigné. Faisant partie des 3 jeunes brevetés arrivant au CDEC en 2022, j'ai été désigné donc pour rejoindre l'Institut Montaigne à ce moment-là. Donc ce texte, Esprit de défense, l'affaire de tous, vous l'avez élaboré où ? Dans cet institut ? À l'Institut Montaigne, oui. Dans le cadre de la collaboration entre l'Institut et le CDEC, CCF maintenant. Et il est le fruit aussi de la rencontre avec la directrice Marie-Pierre de Baillancourt, qui prenait ses fonctions au même moment, septembre 2022. Et lors de notre premier entretien, donc découvrant aussi l'Institut de son côté, elle m'a demandé ce que je faisais là. Et je lui ai répondu, je suis là parce que mon chef veut que je sois là. Et on fait ce que vous voulez. Et l'Institut Montaigne, c'est ce qu'on peut dire en français classique, c'est un think tank ? C'est un think tank en français classique, oui. Oui, tout à fait. En français classique mondialisé. Que je découvrais aussi, monde que je découvrais complètement. En fait, lors de cette rencontre, je lui ai dit que je travaillais sur les forces morales des soldats et que les forces morales des combattants sans le soutien de la nation, c'était quelque chose qui aurait la durée éphémère de l'ordre de la journée ou de la semaine.
parce que c'était complètement lié. Bon, c'est aussi la théorie de Clausewitz qui est largement réalisée depuis, et vérifiée. Et donc ça l'a intéressée tout de suite. Elle-même, son père ayant une connaissance de l'armée et puis ayant travaillé pour la défense via l'industrie. Et donc on a décidé de monter ce groupe de veille Esprit de Défense qui, au-delà de me permettre de reporter mes réflexions purement mili dans l'aspect civil et sociétal, a permis aussi d'avoir des avis de personnalités diverses et variées, du monde de l'industrie, du monde associatif, de façon à aussi avoir aggloméré la vision et la pensée d'un maximum de facettes de la société. Pourquoi ce titre Esprit de Défense, ça vient d'où ? Alors, pourquoi ce titre Esprit de Défense ? Alors, il y a défense évidemment, et puis il y a esprit. Donc, ça a un lien, si vous voulez, avec force morale, mais il y avait une intention, c'était de ne pas utiliser le terme de force morale, justement. Alors, c'est très à la mode. En plus, on arrive sur la période, l'été 2023, c'est 14 juillet, l'armée et les forces morales de la nation. Long sujet de discernement et de dissertation avec notamment Bénédicte Chéron, qui est bien connu sur ces sujets-là, et qui avait publié un article, il me semble, je ne sais plus dans quel média, mais en disant justement qu'il fallait faire attention à ne pas résumer les forces morales de la nation à celles des militaires, voilà, non plus que de verser dans la militarisation des esprits. Et c'est bien le distinguo, c'est-à-dire que la force morale des soldats, c'est une force, c'est une capacité à se contraindre, à agir dans des situations extrêmement dangereuses, face à la mort. Mais ça implique aussi le devoir potentiel de donner la mort. Alors, c'est pas forcément ce qu'on demande à tout civil. Il y a un point commun entre les deux, une question qui a été brillamment, je dirais, résumée entre guillemets par Alexandra Léniel-Lavastine dans un livre qui s'appelle « Pourquoi serions-nous prêts à mourir ?» C'est-à-dire cette dame découvrant l'univers des parachutistes, notamment avec l'engagement de son fils, je crois dans les années 2015 ou 2018, a écrit ce livre en disant « Tiens, en fait, il existe encore des endroits en France où il y a des jeunes gens qui sont prêts à mourir pour une cause. » Et finalement, le « pourquoi serions-nous prêts à mourir ?» ça, éventuellement, c'est le point commun entre n'importe quel civil qui veut défendre sa famille, son pays, et puis le militaire. Et on a bien vu lors de la montée aux extrêmes des 2 dernières guerres mondiales que plus ça allait, plus les civils mouraient aussi. Pour autant, le militaire, il lui reste aussi la question d'être prêt à tuer, voilà. Ce qui normalement n'est pas demandé aux civils. Voilà. Donc déjà, ça fait une nuance entre esprit de défense et force morale des militaires. Et ensuite, dans l'esprit de défense du civil, ça peut être aussi très simplement le fait qu'on demande un effort de défense à n'importe quel civil. Alors on peut prendre un exemple d'ouvrier où, au lieu de basculer à son temps de paix et ses 35 heures et le respect des normes, va se mettre à faire les 3-8 sans arrêt pour fournir les munitions ou n'importe quel matériel dont a besoin son compatriote qui, lui, est soldat et est au front. D'ailleurs, le sous-titre d'Esprit de Défense, c'est l'affaire de tous. Mais alors, vous venez de nous donner un exemple avec l'ouvrier, mais qui sont les principaux acteurs de cet esprit de défense? Et je crois que vous articulez pas mal de choses sous une forme de trinité. Tout à fait. Enfin, j'articule. C'est là où c'est très intéressant. Je n'articule pas grand-chose, parce que c'est quelqu'un qui l'a fait de bien plus connu, et il y a déjà près de 2 siècles, à savoir Clausewitz. Voilà. Et alors, ce qui est très intéressant dans Clausewitz, si vous voulez, c'est là où vous m'avez demandé mon parcours avant, et en fait, c'est là où je mesure aussi humblement que c'est le parcours qui fait parfois la pensée aussi. C'est-à-dire qu'en me plongeant dans les questions de force morale des soldats, en me plongeant dans la politique du CEMAT pour densifier, augmenter ces forces morales, j'ai travaillé avec des neuroscientifiques, avec des psychologues, avec des sociologues, etc. Et alors, par exemple, la psychologie moderne, aujourd'hui, un psychologue vous dira, l'équilibre psychologique d'un être humain, vous pouvez le symboliser, c'est dans la note, avec un triangle. Vous avez le pôle émotionnel, le pôle rationnel et le pôle comportemental. Donc une fois que c'est dit, c'est une évidence pour tout le monde, mais en gros, mes actions influent sur mes réflexions et mes émotions influent sur mes réflexions et mes actions, mes réflexions influent sur mes émotions. Voilà. Une fois qu'on l'a dit, c'est une évidence. Oui, effectivement, c'est ce que je vis. Que nous dit Clausewitz en 1830? Il nous dit une nation articulée en vue de la guerre, c'est une paradoxale trinité dans laquelle il y a 3 acteurs, le politique, le peuple et l'armée.
dans lequel le politique est le pôle de l'entendement rationnel, le peuple est le pôle de l'hostilité émotionnelle, et l'armée, c'est le comportement face à la mort, l'incarnation de la volonté du collectif face au danger. Et donc on retrouve au collectif national les trois pôles émotionnel, rationnel, comportemental que la psychologie décrit pour tout un chacun aujourd'hui. Donc à partir de là, imbriquer l'un dans l'autre permettait de commencer à trouver des correspondances de pôles, donc le pôle émotionnel de l'individu avec celui de la nation, et ainsi de suite. Alors je crois que vous avez tout d'abord illustré ça par des faits historiques. Alors quels sont les moments d'histoire de France où le principe d'esprit de défense, par exemple, a été mis à mal? Finalement, on ne parle pas d'esprit de défense. C'est assez intéressant. Enfin, dans la trajectoire historique, bon, ça reste une note, donc on peut pas non plus tout dire, tout écrire. Ce serait trop long. Ardent du Pic est très intéressant à ce titre-là. Alors, Ardent du Pic, c'est le cœur de l'homme et le point de départ de toute chose à la guerre. Et donc, et notamment la notion de peur à vaincre sur le champ de bataille et comment on s'organise pour ça. Mais il a des constats plus globaux dans son étude du combat antique et moderne. Et notamment, bon, il explique qu'en fait, c'est assez simple, les hommes primitifs sont tous des guerriers, puisque chacun doit défendre sa femme, ses enfants, puis plus largement son clan, sa tribu, puis plus largement le groupe humain qui commence à faire société. Mais quand on cumule ça avec le grand historien de la guerre John Keegan, qui parle d'horizon civilisationnel, cet horizon civilisationnel, c'est quand des hommes d'une société se détachent, se distinguent et se dédient à la guerre, et laissent les autres vaquer leurs occupations. Et ce faisant, ceux qui sont protégés peuvent utiliser leur intelligence et leur talent à créer, et donc à créer faire progresser la société. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il parle d'horizon civilisationnel. Pour passer très rapidement, mais en fait, si on prend l'exemple de la France, le Moyen-Âge, la féodalité, c'est ça, c'est finalement les gens d'armes qui ont le pouvoir politique, entre guillemets, hein, voilà, et qui sont chargés de protéger la société. Ça se fédère tranquillement. Ça se dévoie, bascule sous la forme de l'Ancien Régime, et puis l'Ancien Régime s'effondre. Voilà. Et ce que dit Ardent du Pic, c'est que, en fait, comme c'était cette ex-féodalité puis noblesse qui tenait l'esprit militaire, voilà, l'esprit guerrier, l'esprit militaire, eh bien, quand elle s'effondre, il disparaît. Mais il est très vite ravivé par la Révolution, par Valmy, le citoyen en armes, etc. John Keegan fait remarquer que, et c'est là qu'il y a quelque chose de notable, c'est que Valmy, le citoyen en armes, c'est la première fois où une armée dans l'histoire du monde dépasse le million d'hommes. Et donc, avec 1 million d'hommes, c'est toute femme, enfant, qui sont soucieuses d'un mari, d'un époux, d'un enfant au front qui peut potentiellement mourir. Il me semble de mémoire que John Keegan dit avant, une armée de 100 000 hommes était déjà considérée comme de taille fort respectable. 100 000 hommes, ça parle, parce que c'est à peu près le gabarit de notre armée de terre aujourd'hui. Voilà, donc 2 siècles après, on est revenu à ce genre de gabarit, du moins pour les pays européens, pas pour les superpuissances. Et donc, le constat d'Ardent du Pic, c'est de dire, en fait, plus on évolue, plus on se civilise, finalement, et plus l'esprit militaire, guerrier diminue. Et il dit, nous sommes en société démocratique, et dans une société démocratique, il diminue encore plus. Alors ce qui se passe à ce moment-là, c'est que il y a la création de Saint-Cyr, puis la création de l'école navale, et puis au 19e, la création de l'école de l'air. Mais on a des cadres militaires qui sont sachants, connaisseurs du métier, et puis on a la conscription qui fait que finalement tous les individus mâles passent au service national, et donc sont imprégnés de cet esprit militaire. Donc on parle pas vraiment d'esprit de défense. Et puis, vous savez comme moi que le 19e, c'est quand même le siècle des changements de régime extrêmement troublés, etc. etc. Pour autant, oui, ce qui est un peu mis en exergue dans la note, c'est qu'on parle beaucoup de la force morale des soldats, c'est le siècle de Cameron, c'est le siècle... Et en fait, on parle des petites guerres. Et c'est française. Exactement. On parle des petites guerres, et il y a cet aspect qu'on connaît aujourd'hui, d'avoir des soldats français dont on sait qu'ils sont extrêmement valeureux au front, à Sébastopol, au Mexique, et puis finalement quand 70 se produit, y compris à Bazeilles, voilà, les dernières cartouches, la Légion meurt mais ne se rend pas, etc. Mais quand se produit 70, on a face à nous une Prusse qui n'est pas du tout expérimentée, mais qui a travaillé, alors qui a travaillé notamment
je ferai un petit hommage à un de mes subordonnés avec le Kriegspiel, avec les jeux de guerre qu'on pratique avec Antoine Bourguillot au CDEC, au CCF, pardon. Il a commencé avec le CDEC. Mais donc voilà, ils ont bien travaillé et théorisé la guerre, et puis surtout, ils ont créé une armée aux dimensions et aux moyens qui nous surclassent. Voilà. 500 000 face à 224 000, on occupe un espace de bataille auquel on ne peut pas répondre. Et puis ces petites guerres ne nous ont pas non plus permis de pratiquer les travaux d'état-major au niveau division, au niveau corps d'armée, d'avoir des réflexes, d'utiliser les unités pour éclairer, etc. Et donc c'est la cinglante défaite de 70 qui va alimenter plein de sentiments en France, notamment le revanchisme, l'antigermanisme, et qui va permettre... en fait, qui identifie un ennemi, donc aussi plus facile quand on identifie un ennemi, d'avoir quelque chose à donner à l'ensemble du pays comme menace et comme. Puis il y a l'Alsace-Lorraine qui a été prise, on va les reprendre, donc il y a tout ça dans le revanchisme aussi. Et puis nous sommes encore dans une période, alors c'est assez intéressant, c'est Charles Péguy qui écrit, qui dit qu'une ferme de 1870, une ferme française, est plus proche de son modèle mérovingien 10 ou 15 siècles avant, que de ce que va devenir une ferme dans les années, dans l'entre-deux-guerres, en gros. Voilà. Et qu'on y vit sans histoire d'argent, que tout le monde mange à sa faim, tout le monde travaille, tout le monde cotise, bon, voilà. Et donc on est sur une France qui est encore très rurale, si vous me permettez ce petit écart, mon prénom c'est Louis-Joseph et c'est celui de mon arrière-grand-père qui était poilu à Verdun, notamment à Douaumont. Et comme l'a souvent dit mon père, ces gens-là faisaient parfois 60 km en sabot par jour. Donc quand on leur donnait des godillots en cuir et des mantes moltières, et qu'on leur demandait d'en faire 40, ça passait sans problème. Voilà. Ce qui n'est plus trop le cas aujourd'hui. Donc, parce que dans la question de force morale, si on reste sur des schémas simples, donc c'est-à-dire de l'individu physique, intellectuel et moral, la force morale, c'est aussi, il y a aussi une question de physique dedans. Physique physiologique, comme on l'a. Et donc plus on est habitué à certains efforts, et moins on a besoin de courage pour les faire, puisqu'on est rodé à l'exercice. Donc on a besoin, pour cet esprit de défense, de capacités individuelles. C'est-à-dire que vous m'avez parlé d'un esprit moral, d'un esprit physique, des qualités intellectuelles, et puis peut-être aussi d'action. Alors, oui, c'est pas tellement l'esprit, c'est l'individu considéré selon l'acception de Foch et de Durkheim, le grand sociologue de l'époque, qui lui, quand il parle de l'éducation, dit aussi physique, intellectuelle et morale. Et en fait, donc c'est l'individu vu en trinité qui permet de l'imbriquer dans la trinité clausewitzienne. Et en fait, c'est de travailler sur tous les pôles de cet individu pour obtenir un individu dense, stable. Donc forcément, le côté avoir un certain niveau physique, un entretien d'un niveau physique, ça en fait partie. Et justement, j'ai envie de vous parler des nouveautés technologiques ou de la psychologie, la psyché qui change et qui change la donne. C'est-à-dire que physique, on sait qu'on parle parfois d'épidémie, d'obésité, etc. Est-ce que ça fait partie des choses qu'il faut changer? Qu'est-ce qui a changé? Est-ce que c'est aussi l'individualisme, le rapport au risque? Alors, oui, dans votre question, j'ai eu l'occasion de m'exprimer par écrit là-dessus. C'est toujours pareil, c'est peut-être un petit peu, c'est dit de façon simple, hein, mais et ça peut pas passer pour un truisme, mais derrière votre question, en fait, il y a la réalité de ce que nous sommes en 2025, et donc de tous les progrès techniques, technologiques qu'ont fait nos sociétés, et de comment ça influe sur chacun d'entre nous, les plus anciens comme les plus jeunes. Mais sachant que forcément les plus jeunes naissent dans un contexte qui est le nôtre, et ne connaissent pas le contexte hanté. Il faut quand même se remettre dans le contexte de la génération des grands-parents, on va dire arrière-grands-parents, des personnes qui ont 70 ans et plus, et qui, pour beaucoup, sont nés et ont grandi, parfois dans des maisons où, au moins en province, il n'y avait pas encore l'eau courante, ou les cabinets, voilà, et qui allaient chercher l'eau à l'extérieur, et qui aujourd'hui vivent comme tout le monde. Donc pour eux, vivent là-dedans, mais savent que c'était pas comme ça. Nos enfants vivent dans le numérique, avec tout le confort moderne, sans savoir que ça peut être autrement. Pour le savoir, il faut faire du camping, du scoutisme, des choses comme ça. Qu'est-ce que je veux dire par là? En fait, quand on parle du progrès, j'ai l'impression, quand on parle du progrès aujourd'hui, il est essentiellement basé sur le progrès technologique. Et la technologie, de fait, réduit les efforts humains. Donc quand on parle de l'individu physique, intellectuel et moral, elle réduit les efforts physiques
et elle réduit les efforts intellectuels. Il m'est arrivé d'entendre des choses qui pour moi sont des énormités, en disant c'est génial, ChatGPT étant là, nos adolescents n'auront plus besoin de faire des dissertations. Oui, mais si nos adolescents ne font plus de dissertation, ils ne vont plus développer leurs capacités neurocognitive, ils seront avec moins d'esprit critique et concrètement beaucoup plus bêtes qu'avant. Voilà. C'est par le travail qu'en fait on développe, et ça n'importe quel neuroscientifique le sait et me l'a prouvé et vous le prouvera. Voilà. Et donc le paradoxe là-dedans, c'est que, on le sait bien dans le métier de militaire, comment on s'élève, comment on devient plus fort physiquement, en faisant des efforts répétés, des actes de volonté. Il pleut, je vais quand même courir, il fait froid, je vais quand même faire ma séance de sport, etc. J'ai pas envie de courir ce matin, j'ai mal, je continue, ma marche de nuit, enfin, etc. Et du point de vue intellectuel, c'est strictement la même chose. Je pense que tous nos jeunes qui sont actuellement à la fac ou en prépa font des efforts et augmentent leur capacité intellectuelle, factuellement. Et en fait, pour moi, ce sont ces efforts de volonté répétés dans le temps qui augmentent votre force morale. Donc, paradoxalement, à partir du moment où la technologie réduit le champ d'application de ces efforts, ben, elle réduit vos forces morales aussi. Et c'est pas une critique, c'est factuel. Et c'est vrai pour tout le monde. Je n'ai plus besoin de retenir tous les numéros de téléphone par cœur, puisque mon téléphone les retient. Voilà. C'est un petit exercice d'agilité intellectuelle. Bon, je peux, mais à partir du moment où j'utilise mon intelligence et je fais mes efforts ailleurs, je ne perds pas forcément en force morale. Mais voilà, cette espèce de cocon un peu de confort moderne, ben de fait, endort un petit peu les forces morales de la société dans son ensemble. Pour autant, il ne faut pas grand-chose pour les raviver. L'individu change, mais alors comment par la suite on peut faire en sorte qu'il y ait un vrai collectif qui s'installe? Mais je pense que l'individu ne change pas. Je pense que l'individu ne change pas. Ce qui le façonne différemment, c'est cet environnement que je viens de décrire. Et c'est là où c'est intéressant, votre question est très intéressante, c'est que pour moi, un jeune de 20 ans, c'est physique, c'est physiologique. Enfin, je veux dire, les sciences modernes nous permettent de savoir de façon éminemment précise, bien qu'il y ait encore plein de terrains inconnus, comment fonctionne l'être humain. Un jeune de 20 ans, ça reste un esprit de 20 ans dans un corps de 20 ans qui est plein d'hormones, qui veut croquer la vie, qui est dans l'âge pour ça, et fort heureusement. Et donc, il y a plein d'études sociologiques sur les jeunes et l'engagement, etc. Et on dit, non, mais les jeunes ont encore une volonté de s'engager, bien sûr. Ils ont encore une générosité, ils ont encore un désir d'idéal. Alors, c'est là où c'est intéressant, c'est que il faut voir comment, à la fois, la technique, la technologie moderne, et puis l'articulation politique de notre société capte cet engagement. Je vais donner un exemple, c'est un jeune sort de chez lui, de son immeuble dans Paris, avec le nez sur son téléphone, et puis il voit une vidéo sur une peuplade ostracisée à l'autre bout du monde, avec l'ONG qui s'en occupe et qui propose de faire un petit virement de 10 € pour les aider. Élan de générosité, envie de s'engager, le petit jeune fait son virement. Et donc il fait son clic sur son téléphone, et ce faisant, le nez sur son téléphone est passé devant un clochard qui était en bas de chez lui, et qui aurait bien aimé avoir 10 € aussi. Ok. Donc l'ONG a capté la générosité et le désir d'engagement de ce jeune, pas le clochard. Pour autant, le peuple ostracisé à l'autre bout du monde, si jamais demain la France se retrouvait à la place de l'Ukraine, ne viendrait jamais dans les tranchées. En revanche, le clochard sera mobilisé avec le petit jeune, et eux seront ensemble dans les tranchées. Donc c'est une question d'articulation du lien, d'être présent. Vous voyez, le téléphone portable, c'est génial, ça nous ouvre au monde, et en même temps, ça nous sort de l'instant présent. Voilà. On le vit tous, c'est dans toutes les études sociologiques sur la vie de famille, que ça abîme les liens familiaux, qu'on peut être à côté de son gosse et ne pas l'écouter parce qu'on a la tête dans son téléphone. Là, c'est un petit peu la même chose, et on l'augmente juste à l'échelle nationale. Et donc, c'est d'être vraiment présent là où on est, à l'endroit où on vit. Ça ne veut pas dire ne pas être soucieux des autres misères du monde, mais peut-être de s'occuper de celles qui nous concernent parce qu'on est à côté et qu'on la voit. Donc le savoir, on l'a et on en a de plus en plus, mais alors qu'en est-il du vouloir et du pouvoir? C'est ça, parce que en fait, le vouloir, en fin de compte, qui dit guerre, qui dit agression sur votre personne, dit risque pour votre personne. Qui dit guerre dit la même chose à l'échelle de la société dans son ensemble. Et donc, la différence, c'est que vous allez répondre comme un seul homme que vous êtes, et que pour qu'une nation réponde comme un seul homme, il faut qu'elle ait
il faut qu'elle ait une volonté commune. Alors, quand la guerre est là, et que la paix est menacée, la tranquillité, et que la vie de plein de gens est en danger, ça devient plus évident de voir ce bien commun qu'est la paix. Bien commun qu'est la paix, et qui peut-être s'est fait un peu trop oublier depuis la chute du mur de Berlin et les dividendes de la paix. Toujours est-il que, voilà, quand on a vision sur se dire, tiens, on a une menace qui pèse sur l'ensemble de la société, et donc on a un bien commun à défendre qui est notre paix, là on peut avoir une tension des volontés individuelles dans une volonté commune. Je parle, suite à mon master, ça c'était plutôt le master sur 14-18, mais de tressage des volontés individuelles en une volonté commune. Et ce qui est ressorti de mon master, c'est que pour arriver à ce tressage des volontés individuelles en une volonté commune, il faut un socle culturel commun. Voilà. Et que dans ce cadre-là, pour le dire assez clairement, le multiculturalisme, c'est pas très efficace. Pourquoi? La preuve, c'est que nos jeunes qui ont toujours ce désir d'engagement, cette générosité, cette envie de croquer la vie, finalement, ce qui se passe dans l'archipel français tel que décrit par Jérôme Fourquet, c'est que cette énergie des jeunes, elle est captée par je vais utiliser ONG ou association ou parti politique le plus proche de son milieu social, et qui va donc capter cette énergie et l'utiliser. Mais encore faut-il pour la France et pour la défense de la France, que ce ne soit pas des dispersions d'énergie dans des forces centrifuges, mais qu'on arrive à des forces centripètes qui rassemblent les gens autour de ce qu'on est et de notre vivre ensemble et de ce qu'on veut défendre. Alors pour terminer, comment pour vous on peut revivifier cet esprit de défense? Quelles sont les pistes? Comment dire, c'est un autre aspect de tirer, enfin, en tout cas à mes yeux, qui a été tiré au clair avec le master que j'ai eu à faire sur les forces morales en 14-18, c'est que la France politique d'avant 14 n'est pas beaucoup plus unie qu'elle ne l'est aujourd'hui. Il y a énormément de dissensions et de clivages profonds. Et il va y avoir l'union sacrée. Voilà. Ensuite, la France physique, on l'a décrit tout à l'heure, elle est encore assez rurale, donc elle a encore des capacités, elle est encore ancrée au terroir, et puis la vie des ouvriers est largement aussi dure, si ce n'est plus, que celle des paysans, donc ça en fait aussi des gens durs au mal. Et puis, quoi qu'il en soit, ce que j'ai pu tirer au clair avec les chiffres, les enquêtes, les analyses, c'est que la France de 14, dans la France de 14, il y a une forme d'unité sur le point de vue valeur morale, c'est-à-dire que c'est la France de 14, c'est-à-dire c'est la Troisième République, laïque, hein, qui vient de promulguer la loi de 1905, mais le fond, la psyché collective française est encore imprégnée de la matrice catholique. C'est-à-dire que si on est loin d'avoir tous les Français qui vont à l'église le dimanche, dans les valeurs, dans la façon de se comporter au quotidien, il y a ce sous-jacent culturel qui est encore très vrai, très présent, et qui en fait donne une forme de sens. Hein. Alors après, une fois que la guerre se lance, et dans les tranchées, les témoignages des aumôniers sont assez édifiants. Et c'est-à-dire que dit de façon un petit peu pareille, un petit peu simplifiée, mais les trois temps des forces morales, c'est le patriotisme, la haine et la foi. C'est-à-dire que le patriotisme met les gens sur le terrain, la haine les aide à tenir quand c'est très dur, et là les témoignages des aumôniers sont à chaque fois horrifiés. Et ils sont dans une espèce d'ambiguïté en disant mais je vois des gens qui prient, quelle que soit la religion, hein, protestants, catholiques, juifs, et ils sont assez horrifiés de dire je vois des gens qui prient, etc. Et puis qui en fait ricanent quand ils voient des morceaux d'Allemands qui volent aux quatre coins. Voilà, la haine côtoie la foi. Et si à ce moment-là, il y a un aumônier qui dit, à sa façon à lui, qui dit si à ce moment-là je vais saisir le gars en lui disant attention, ce que tu fais là, c'est contre ta foi, il va s'effondrer. Parce qu'en fait, cette espèce de ressentiment contre l'ennemi l'aide à tenir et à poser les actions nécessaires pour repousser l'ennemi. Donc voilà, c'est quelque chose qu'on a grandement oublié. Et donc la violence de ces émotions, nous autres, notre génération, on a pu la vivre ponctuellement sur nos opérations extérieures, en Afghanistan, au Mali, quand on a le cercueil d'un ami sur l'épaule ou quand on voit l'ami qui prend une balle ou qui meurt à cause d'un IED. Et donc cet instinctif désir de revanche, voilà, donc ça, la haine, c'est aussi une émotion majeure, et la contrôler, c'est une question de force morale. Donc droit des conflits armés, etc., mais sous cet aspect-là aussi,
contrôler une pulsion majeure qui est celle de Thanatos, la pulsion de mort, qui peut se décliner à la fois par la peur, j'ai peur de mourir, donc je ne vais pas sortir, mais je le fais avec mon copain. Et puis la haine, mon copain, l'autre l'a tué en face, donc maintenant c'est moi qui vais l'écrabouiller. Ça c'est de la force morale pure, contrôler tout ça. Donc il y a aussi une question de noblesse et d'éthique, de ne pas devenir non plus un assassin au lieu d'un soldat. Et la modernité aussi peut poser des problèmes là-dessus. J'en veux pour preuve les vidéos qui nous viennent du front ukrainien où on voit un pilote de drone suicide qui joue avec son soldat cible comme un chat avec sa souris pendant quelques minutes avant de le tuer. Voilà. Et comme il y a le phénomène de distanciation par écran, en fait c'est plus pernicieux, mais en fait on peut glisser dans une forme de perversité sans s'en être rendu compte et avoir pris des mauvaises habitudes. Donc ça aussi, c'est vraiment des réflexions à mener avant pour être capable d'anticiper ces choses-là et ces glissements qui sont dus à la modernité, mais modernité qui de toute façon, on voit bien que le drone est devenu un peu le symbole de la technologisation de la guerre. J'aime bien parler de technologisation de la guerre parce que c'était industrialisation il y a un siècle en 14. Voilà, c'est toujours l'industrialisation, mais poussée avec le numérique, avec tout ce que permettent les sciences et techniques modernes. Voilà. Où peut-on retrouver votre texte ? Alors ce texte est édité par l'Institut Montaigne, donc il suffit d'aller sur le site, de taper Institut Montaigne sur Google, et vous l'avez dans la partie des notes, c'est une note d'enjeu. Esprit de défense, l'affaire de tous. Voilà. Merci colonel Meignier, expert associé de l'Institut Montaigne en charge des enjeux de résilience collective, des forces morales et d'esprit de défense de la société civile, pour votre éclairage et les espoirs suscités. Combat Futur se disperse dans la brume des possibles sans se débander. Maintenons le contact, la forme et ouvrons grand les portes de nos perceptions.